Je m'appelle Jean-Pierre Lefebvre, j'ai 67 ans, je suis un ingénieur civil à la retraite qui a passé 38 ans à construire des ponts à travers toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je sais comment calculer la capacité de charge, la tolérance au stress et le point exact où une structure va s'effondrer. Ce que je n'avais jamais calculé, c'était le jour où mon propre fils me remettrait une facture de 155 000 € en me disant que je devrais être honoré de payer pour un mariage auquel je n'étais pas invité. La facture est arrivée un mardi matin, livrée par coursier dans une enveloppe de couleur crème qui coûtait probablement plus cher que mes courses hebdomadaires. Chaque article était détaillé professionnellement, chaque ligne soigneusement formatée, dépôt pour le domaine, traiteur par personne, arrangements floraux. Photographe, vidéaste, suite nuptiale en Toscane, tout en bas, écrit de la main de mon fils, « Papa, nous savions que tu voudrais participer de la manière la plus logique qui soit, merci pour ta contribution. » Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai posé sur la table de ma cuisine à côté de ma tasse de café, je suis allé sur la terrasse arrière et j'ai regardé le jardin que ma défunte épouse Catherine avait planté il y a 22 ans. Les roses étaient encore en fleurs. Catherine disait toujours que les roses étaient des créatures têtues. Elle revenait chaque année, que vous les méritiez ou non. Catherine est décédée il y a 4 ans d'un accident vasculaire cérébral. Une femme discrète, d'une force immense. Elle a été professeure de physique-chimie pendant 31 ans et croyait que chaque problème avait une solution si l'on était assez patient pour la chercher. Après sa mort, mon fils Julien et moi nous sommes rapprochés pendant environ 8 mois. Des appels téléphoniques le dimanche, des visites pendant les vacances, ce genre de proximité liée par le deuil qui donne l'impression qu'elle pourrait durer éternellement. Puis il a rencontré Solène de Villefort. Solène venait de ce que les gens à Lyon appellent la vieille bourgeoisie, celle qui a un nom de famille sur un bâtiment universitaire et n'a jamais besoin de le dire à voix haute. Son père dirigeait une société de capital investissement. Sa mère siégeait dans 3 conseils d'administration d'associations caritatives et 2 comités de clubs de golf privés. Solène elle-même travaillait dans la gestion de patrimoine, ce que j'ai toujours considéré comme une manière polie de décrire un métier où les riches vous paient pour leur dire comment rester riches. Elle était intelligente, posée et assez agréable lors des 2 dîners où Julien l'a amenée au cours des 6 premiers mois. Mais j'ai remarqué des choses qu'un ingénieur en structure remarque, de petites fissures avant l'effondrement. La façon dont elle redirigeait la conversation quand Julien mentionnait avoir grandi dans notre modeste maison de la banlieue lyonnaise. La façon dont elle souriait devant mon atelier rempli d'outils à main et de vieux plans comme quelqu'un visitant un musée d'objets qui ne sont plus d'actualité. La façon dont elle a un jour qualifié le jardin de Catherine de charmant rustique avec un accent sur le mot charme qui le faisait sonner comme une insulte déguisée en compliment. La première véritable fissure est apparue lors de l'inauguration du jardin commémoratif de Catherine. La mairie avait installé un petit banc en son honneur à l'école primaire où elle faisait du bénévolat chaque été. Une cérémonie simple, 30 personnes, une citronnade après. Solène était présente mais a passé la majeure partie de la réception sur son téléphone. Quand j'ai prononcé un court discours sur la conviction de Catherine que l'éducation était le seul investissement qui fructifiait indéfiniment, Solène s'est penchée vers Julien et a chuchoté quelque chose. Julien a souri et a regardé ses chaussures. J'ai remarqué. Je l'ai classé comme un ingénieur marque un point de tension sur un schéma. Pas forcément dangereux encore. Mais à surveiller. Il y a 6 mois, Julien a appelé un mercredi soir, ce qui était inhabituel. Nos appels avaient lieu le dimanche. Il avait l'air d'avoir répété son texte, comme les gens qui ont pratiqué quelque chose avec quelqu'un d'autre dans la pièce. « Papa, Solène et moi sommes fiancés, nous voulions que tu le saches. » Je lui ai dit que j'étais heureux pour lui. J'ai demandé quand je pourrais les emmener dîner tous les 2 pour fêter ça. Nous sommes assez occupés par l'organisation en ce moment, nous trouverons un moment. Nous n'avons jamais trouvé de moment. Ce que j'ai reçu à la place au cours des 3 mois suivants a été une série de manœuvres d'éloignement prudentes, si subtiles que je les ai presque manquées. Un dîner reporté 2 fois puis discrètement annulé. Une invitation pour Noël retirée parce que la famille de Solène a une propriété à Courchevel et que toute la famille s'y rend. Un appel pour le Nouvel An qui a duré 11 minutes, interrompu 2 fois par Solène posant des questions à Julien en arrière-plan. Je ne suis pas un homme qui exige de l'attention. Catherine nous a tous les 2 mieux élevés que cela, moi en la choisissant, Julien en naissant d'elle, mais je suis un homme qui sait lire les schémas. Et le schéma que je lisais disait que quelqu'un avait décidé que je ne cadrais pas avec l'image en cours d'assemblage. L'enveloppe du coursier l'a confirmé.
Je suis resté assis à ma table de cuisine pendant 40 minutes après avoir lu cette facture. Je n'ai pas appelé Julien. Je n'ai pas appelé ma sœur Patricia, qui m'aurait dit de tout brûler. J'ai d'abord appelé ma conseillère financière, une femme mesurée nommée Madame Girard, qui gérait mes comptes de retraite depuis 12 ans et avait vu l'essentiel de ce que l'argent pouvait faire aux familles. Madame Girard, ai-je dit, je dois mettre en place un compte restreint. Les fonds entrent, mais rien ne sort sans mon autorisation écrite pour chaque transaction individuelle. Elle a demandé à quoi cela servait. Au mariage de mon fils, ai-je répondu, plus précisément pour m'assurer que je contrôle ce qui est payé et ce qui ne l'est pas. Un silence. De combien parlons-nous? Ils m'ont envoyé une facture de 155 000 €. Un autre silence, plus long. Et êtes-vous invité à ce mariage, Jean-Pierre? Je ne le suis pas. Madame Girard est une professionnelle. Elle n'a pas dit ce que je devinais qu'elle pensait. Elle a simplement dit qu'elle préparerait la structure du compte avant la fin de la journée et m'a expliqué les détails. Chaque paiement de fournisseur nécessiterait une autorisation signée de ma part. Pas d'approbation globale, pas d'accords verbaux, pas de consentement présumé. Ce soir-là, j'ai appelé mon plus vieil ami, un homme nommé Marc. Qui avait été mon colocataire à l'école d'ingénieur et qui était maintenant un entrepreneur à la retraite partielle qui connaissait tout le monde dans un rayon de 80 km et avait l'instinct de quelqu'un qui avait passé 40 ans à regarder les gens faire des erreurs coûteuses. Marc avait été à mon mariage, aux funérailles de Catherine et à chaque moment important entre les deux. Marc, ai-je dit, j'ai besoin de tes yeux et de tes oreilles sur quelque chose. Sur quoi? Le mariage de mon fils, quelque chose ne colle pas et je ne vois pas toute la structure d'où je suis. Marc est resté silencieux un instant. Je connais quelques personnes dans le monde de l'événementiel à Lyon, est-ce là qu'ils le font? La facture indique le château de la Garde près d'Annecy. Je connais des gens là-bas, donne-moi 2 jours. 2 jours plus tard, Marc a rappelé. Sa voix avait le ton prudent de quelqu'un annonçant un diagnostic qu'il n'aimait pas donner. Jean-Pierre, ce mariage n'est pas seulement grand, il est positionné. Solène a engagé une stratège sociale, c'est apparemment un vrai titre de poste, dont le seul but est de s'assurer que les bonnes photographies parviennent aux bonnes publications. Il y a une section art de vivre dans un grand magazine lyonnais qui a été approché pour un reportage. Le domaine a une liste d'attente de 8 mois et la famille de Solène a utilisé ses relations pour évincer une autre réservation. J'ai posé ma tasse de café, une stratège sociale pour un mariage. Je sais, quoi d'autre? La liste des invités ressemble à un annuaire du secteur financier de Lyon. Il y a des associés de 2 cabinets de conseil, 3 banquiers d'affaires, quelqu'un dont la famille possède une chaîne de cliniques privées, et il y a une table tout au fond, Marc a marqué une pause, répertoriée comme famille héritage sur le plan de table. 4 sièges. L'un d'eux porte ton nom avec un point d'interrogation à côté. Un point d'interrogation. Après 37 ans de paternité, j'avais été réduit à un point d'interrogation sur le plan de table de mon propre fils. Sous réserve de conformité financière. Marc, ai-je dit, j'ai besoin que tu continues à surveiller. Mon téléphone a sonné le lendemain matin. Une femme se présentant comme la coordinatrice du château de la Garde demandant de confirmer mon autorisation pour le dépôt du domaine. 42 000 € par virement sous 72 heures. Je n'ai autorisé aucun dépôt, ai-je dit. Si vous attendez un paiement de ma part, vous aurez besoin de mon approbation écrite directe avant qu'une transaction ne soit traitée. Confusion. Excuse. On lui avait dit que j'étais le principal contact financier. On vous a mal informé, ai-je dit, veuillez ne rien traiter à mon nom sans ma signature écrite. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti la satisfaction tranquille d'un homme qui vient d'identifier où le poids est mal réparti et a commencé le processus de redistribution. Julien a appelé dans les 2 heures. Sa voix portait l'énergie tendue de quelqu'un à qui on a ordonné de passer un appel qu'il ne voulait pas passer. Papa, pourquoi as-tu dit à la coordinatrice du domaine de ne pas traiter les paiements? Parce que je n'ai autorisé aucun paiement. Tu es inscrit comme contact financier sur le compte. J'ai remarqué mais je n'ai pas accepté cela. Papa, nous essayons d'organiser un mariage ici, nous n'avons pas besoin que tu compliques les choses. J'ai entendu quelque chose en arrière-plan. Une porte qui se ferme. Solène quittant la pièce ou y entrant. Julien, ai-je dit, tu m'as envoyé une facture détaillée de 155 000 € pour un mariage auquel je ne suis pas invité. Ce n'est pas moi qui complique les choses.
c'est le niveau de complication qui existait déjà. Je suis juste la première personne à le dire à voix haute. Silence. Solène dit que tu n'as jamais soutenu notre relation. Solène ne m'a pas donné beaucoup d'occasions de soutenir quoi que ce soit. J'ai été reporté, redirigé et maintenant non invité. Quel soutien aimerait-elle qui n'implique pas un virement bancaire? Il a raccroché. Je suis allé dans le jardin de Catherine et j'ai taillé 3 rosiers, ce qui est le genre de travail qui éclaircit l'esprit d'un homme quand les pensées deviennent trop bruyantes. Ce soir-là, Solène est apparue devant ma porte. Elle était impeccablement vêtue comme toujours et portait un porte-documents en cuir qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Nous sommes restés sur le perron dans l'air d'octobre. Jean-Pierre, a-t-elle dit, je pense que nous sommes partis du mauvais pied. Nous sommes partis de plusieurs mauvais pieds en 2 ans, ai-je dit, lequel vous préoccupe aujourd'hui? Elle a ouvert le porte-documents et a sorti des photographies brillantes du château de la Garde. Sol en marbre, plafond voûté, jardin manucuré. Le genre d'endroit où le voiturier a une meilleure posture que la plupart des gens. Ce mariage représente tout ce pourquoi Julien a travaillé, a-t-elle dit, les relations dans cette salle définiront la trajectoire de sa carrière pour la prochaine décennie. Nous ne célébrons pas seulement un mariage, nous annonçons qui nous sommes. Qui êtes-vous? Ai-je demandé. Elle a semblé surprise par la question. Nous sommes un couple avec de réelles ambitions et les relations qui vont avec. Et qu'est-ce que votre annonce de mariage dit sur qui était Julien avant qu'il ne vous rencontre? Sur ses origines, sur les gens qui ont construit les fondations sur lesquelles vous construisez maintenant. Son sang-froid a vacillé très légèrement. Le genre de micro-fissure que les ingénieurs en structure et les gens qui ont été attentifs apprennent à reconnaître. Le passé de Julien est quelque chose que nous respectons en privé, a-t-elle dit, cet événement concerne son avenir. Son passé inclut sa mère et son père, ai-je dit, si c'est quelque chose que vous ne respectez qu'en privé, alors vous lui demandez d'avoir honte des gens qu'il aimait avant que vous ne connaissiez son nom. Elle a fermé le porte-documents. Jean-Pierre, je suis venu ici pour tendre une branche d'olivier. Vous êtes venu ici pour obtenir un financement, ai-je dit, la branche d'olivier est décorative. Son expression s'est durcie dans la froideur spécifique de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être lu avec précision. Ma famille est prête à couvrir le manque à gagner si vous choisissez de ne pas participer, a-t-elle dit, mais Julien saura que c'était ton choix. Alors Julien saura que j'ai choisi de ne pas financer un événement auquel je ne suis pas autorisé à assister, ai-je dit, cela semble être une information exacte à lui donner. Elle est partie. Ses talons sur les marches de mon perron sonnaient comme des frappes délibérées. Marc a appelé le lendemain matin avec des informations que je n'avais pas anticipées. Jean-Pierre, j'ai regardé les finances de la famille de Villefort, les registres publics, quelques conversations avec des gens qui connaissent des gens. Cette société de capital investissement que le père de Solène dirige sous-performe depuis 3 ans. Il y a des rumeurs de restructuration. L'argent de la famille n'est pas ce qu'il prétend être. J'ai absorbé cela. Quel rapport avec le mariage? Un mariage comme celui-ci coûte autant que l'apport pour un petit immeuble. Si les Villefort étaient assez liquides pour le couvrir, ils l'auraient fait sans te le demander. Le fait qu'ils aient besoin de tes 155 000 € te dit quelque chose sur leur situation réelle. Ils utilisent le mariage pour projeter une stabilité qu'ils n'ont pas et ils ont besoin que tu finances cette projection. J'ai appelé Madame Girard cet après-midi-là et j'ai ajouté une autre couche à la structure du compte restreint. Non seulement chaque paiement nécessiterait mon autorisation, mais j'ai fait rédiger une déclaration juridique révisée par mon avocate, une femme vive nommée Maître Dupont. Clarifiant que mon nom sur tout contrat de fournisseur ne constituait pas une garantie financière sans mon consentement écrit explicite pour chaque transaction spécifique. Maître Dupont l'a examiné, a renforcé 2 clauses et l'a fait acter par un notaire dès le jeudi après-midi. Jean-Pierre, a-t-elle dit avant que nous raccrochions, voulez-vous assister à ce mariage? Je veux retrouver mon fils, ai-je dit, le mariage est une préoccupation secondaire. Ces 2 choses peuvent nécessiter la même action. Julien a appelé le vendredi soir. Cette fois, sa voix était différente. La qualité répétée avait disparu, remplacée par quelque chose de plus jeune et de plus incertain. Je l'ai reconnu comme la voix qu'il avait à 16 ans quand il avait cassé le pare-brise de ma voiture et passé 2 jours à se préparer à me le dire. Papa, je dois te demander quelque chose honnêtement. Vas-y, penses-tu que Solène n'est pas faite pour moi? Je suis resté silencieux un instant. Non pas parce que je n'avais pas de réponse,
mais parce que la réponse demandait plus de soin que la plupart des réponses. Je pense que Solène veut une version de toi qui exige que tu sois embarrassé par tes origines, ai-je dit, que cela la rende mauvaise pour toi dépend de si tu es prêt à vivre comme cette version de toi-même indéfiniment. Une longue pause. Elle n'a pas honte de moi, a-t-il dit. Mais cela sonnait comme une question déguisée en affirmation. Elle a honte de moi, ai-je dit, et je suis le pont entre qui tu es et qui tu étais. Si elle ne peut pas tolérer ce pont, elle te demande de couper la connexion de ton côté. Il n'a pas raccroché cette fois. Nous sommes restés en ligne en silence pendant presque une minute, ce qui est long quand personne ne parle. Je l'aime, papa. Je sais que tu l'aimes. Ce n'est pas ce que je remets en question. Alors qu'est-ce que tu remets en question? Si elle t'aime toi ou la vie qu'elle peut construire en t'utilisant comme fondation. Un autre silence, puis doucement, j'ai besoin de réfléchir. Bien, ai-je dit, réfléchir est ce que font les ingénieurs avant de confier du poids à une structure. La semaine suivante, Marc a apporté des nouvelles qui ont tout réorienté. Solène avait rencontré un promoteur immobilier de luxe. Plus précisément, elle avait visité 3 appartements haut de gamme dans le quartier de la Confluence à Lyon, des biens au prix entre 800 000 et 1,2 million d'euros. Elle l'avait fait 3 fois en 6 semaines, chaque fois accompagnée d'un conseiller financier différent. Le contact de Marc dans l'un des immeubles avait mentionné avec l'indiscrétion prudente de quelqu'un qui trouvait l'information intéressante que Solène avait discuté de scénarios de financement supposant un revenu familial nettement supérieur au salaire actuel de Julien et un co-signataire disposant d'actifs substantiels. L'image s'est assemblée avec la clarté sinistre d'une analyse de charge qui révèle qu'une structure n'a jamais été conçue pour supporter ce qui a été placé sur elle. Solène ne préparait pas un mariage. Elle préparait une acquisition. J'ai appelé Maître Dupont immédiatement. J'ai besoin que vous vérifiez quelque chose, ai-je dit, pouvez-vous regarder si Solène de Villefort a des sociétés ou des entités commerciales enregistrées? Maître Dupont a rappelé le lendemain matin. Villefort Conseil Art de Vivre, enregistré il y a 8 mois. Entreprise individuelle, l'adresse enregistrée est un service de boîte aux lettres dans les beaux quartiers. Pas de site web, pas d'activité commerciale publique, mais elle a été active. Active comment? Des transactions. Certaines entrent, plus sortent. Je ne peux pas obtenir de dossier détaillé sans procédure mais le schéma d'activité est cohérent avec de l'argent circulant à travers un véhicule plutôt qu'une entreprise fonctionnant légitimement. Je suis allé à l'appartement de Julien ce soir-là sans prévenir, ce que je n'avais jamais fait au cours des 4 années où il y vivait. Il a ouvert la porte en t-shirt et a paru brièvement surpris. Puis quelque chose de plus doux a traversé son visage. Papa, je peux entrer? Solène n'était pas là. Elle avait un gala de charité, a dit Julien avec le ton de quelqu'un qui a appris à ne pas poser de questions de suivi sur les galas de charité. Je me suis assis à sa table de cuisine, une table que Catherine et moi lui avions donnée quand il s'était installé. Du chêne massif construit pour durer, et je lui ai montré ce que Maître Dupont avait trouvé. La société, les visites immobilières, les hypothèses de revenus qui dépassaient de loin son salaire. Julien a lu chaque page soigneusement. Il a toujours été méthodique, mon fils. Il tenait cela de Catherine. Elle disait souvent que le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils répondent avant d'avoir fini de lire la question. Quand il a levé les yeux, ses yeux portaient la douleur particulière de quelqu'un dont la compréhension d'une chose vient de se dérober sous lui comme un sol instable. Elle a dit que les visites d'appartements n'étaient que pour regarder, a-t-il dit, de la recherche de marché. Elle appelait ça de la recherche de marché pour un style de vie qui nécessite les actifs de ton père comme garantie, ai-je dit, Julien, je ne te dis pas qui aimer. Je te montre ce que j'ai trouvé et je te demande de le regarder clairement. Il a fixé la table pendant un long moment. Papa, et si je me trompais sur elle? Alors elle me prouvera que j'ai tort en restant à tes côtés quand l'argent ne sera plus sur la table, ai-je dit, c'est la seule preuve qui compte. Le samedi suivant devait être la fête de fiançailles, un événement de la famille de Villefort dans leur club de golf, auquel je n'avais pas été invité. J'ai cependant été invité à déjeuner par Julien, ce que je soupçonnais être soit un geste de paix, soit un test d'une certaine manière. Nous avons mangé dans un bistrot près de son bureau où le café était fort et où personne ne se souciait de ce que vous portiez. Julien est arrivé avec l'air d'un homme portant de l'orage en lui. Solène et moi avons parlé hier soir, a-t-il dit, de tout. Comment a-t-elle réagi aux informations financières? Elle a dit que tu avais rassemblé des preuves contre elle.
Elle a dit que tu essayais de saboter notre relation parce que tu ne pouvais pas accepter que j'ai construit une vie plus grande que celle que tu avais prévue pour moi. J'ai versé plus de café. Que as-tu dit? J'ai dit que mon père ne rassemble pas de preuves. Il lit les structures et que s'il y avait des choses dans ses comptes professionnels qui ressemblaient à des preuves, c'était parce qu'elles en étaient. J'ai regardé mon fils et j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine qui était tendue depuis la majeure partie de l'année. Et puis elle a dit que si j'allais prendre ton parti plutôt que le sien, alors peut-être que je ne comprenais pas ce dont elle avait besoin chez un partenaire. Que as-tu répondu à cela? Julien a entouré sa tasse de café de ses deux mains comme il tenait autrefois un bol de chocolat chaud les matins froids quand il avait 9 ans. J'ai dit que je commençais à penser que je ne savais pas non plus ce dont elle avait besoin chez un partenaire et que c'était peut-être une information importante. La fête de fiançailles s'est déroulée sans incident, du moins d'après ce que Marc a rapporté. Solène y a assisté avec sa famille et n'a rien dit publiquement sur l'état des choses. La performance a duré exactement 11 jours de plus. Un mercredi soir, on a sonné à ma porte. Julien se tenait sur mon perron tenant un carton et ressemblant à un homme qui avait pris une décision difficile et en ressentait seulement maintenant tout le poids. Elle a rompu, a-t-il dit, quand je lui ai dit que le mariage devait être réduit, que nous ne pouvions pas contracter de dettes que nous ne pourrions pas rembourser, que je n'allais pas te demander de financer quelque chose où tu n'étais pas le bienvenu. Elle a dit que cela lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur mes priorités. Je me suis reculé et je l'ai laissé entrer. Il a posé le carton sur la table basse de Catherine et s'est assis sur le canapé comme si la gravité agissait plus fort sur lui que d'habitude. Dans le carton se trouvaient quelques affaires de l'appartement de Solène, une veste, quelques livres, une photo encadrée de lui et Catherine prise il y a 3 ans que Solène avait apparemment gardée dans la chambre d'amis plutôt que n'importe où de visible. Il a pris la photo et l'a regardée pendant un long moment. « Maman l'aurait vu venir », a-t-il dit. « Ta mère voyait la plupart des choses venir, ai-je dit, elle attendait juste que tu sois prêt à les voir aussi. Pourquoi as-tu attendu? Tu aurais pu me dire tout ça il y a des mois. Parce que tu devais arriver à cette vision par toi-même, ai-je dit. Une conclusion à laquelle ton père te traîne n'est pas une conclusion. C'est juste une autre direction vers laquelle on te pointe. » Julien a posé la photo sur la table entre nous. Catherine souriait de cette façon particulière qu'elle avait, comme si elle savait quelque chose qui valait la peine d'être connu et qu'elle n'était pas pressée de vous le dire. « Papa, je te dois quelque chose de plus grand que des excuses. Tu ne me dois rien. J'ai laissé quelqu'un faire de toi un point d'interrogation dans la propre vie de ton fils. Tu aurais dû être le premier appel que je passais, pas le dernier problème que je finissais par résoudre. » Je n'ai rien dit pendant un moment. Dehors, le vent d'octobre passait à travers les roses de Catherine. Des créatures têtues qui reviennent chaque année, que vous les méritiez ou non. Le truc avec les ponts, ai-je dit finalement, c'est que les câbles qui supportent le plus de poids sont ceux que l'on ne remarque pas jusqu'à ce qu'ils ne soient plus là. Alors toute la structure te dit ce dont elle avait besoin. Julien est resté pour le dîner. Nous avons fait des pâtes comme Catherine les faisait, avec trop d'ail et aucune excuse pour l'ail. Et nous avons parlé pendant 3 heures de rien d'important, son travail, mon jardin, un livre que nous avions tous les deux lu il y a des années et dont nous nous souvenions différemment. Le genre de conversation qui ne nécessite pas de résolution parce que son but est simplement la présence. Le nettoyage financier s'est fait méthodiquement au cours des semaines suivantes. Le dépôt du château de la Garde avait été retenu sur mon compte de garantie et a été reversé sur mes fonds restreints sans jamais être transféré au domaine. Grâce à la lettre de Maître Dupont et à la structure de Madame Girard, les contacts de Marc ont confirmé que la famille de Villefort absorbait discrètement les frais d'annulation des fournisseurs, environ 28 000 €. Avec l'efficacité serrée des gens qui avaient déjà géré des situations financières embarrassantes et savaient comment le faire sans publicité. L'architecte de cette opulence empruntée qui avait coordonné le financement derrière les ambitions du mariage m'a appelé une fois. Sa voix avait la confiance diminuée d'un homme dont le levier s'était évaporé. « Monsieur Lefebvre, il y a des engagements en suspens qui pourraient nécessiter une résolution. »« Monsieur, ai-je dit, les engagements auxquels vous faites référence ont été pris sans mon autorisation. Mon avocate a documenté cela clairement. Je vous suggère de diriger toute préoccupation restante vers Mademoiselle de Villefort. » Il n'a plus rappelé. Maître Dupont a confirmé peu après qu'aucune action en justice ne m'était intentée. Les contrats des fournisseurs examinés de près portaient la signature de Solène comme cliente principale. Mon nom était apparu comme contact de courtoisie.
Le genre d'ambiguïté délibérée utilisée pour faire pression sur les membres de la famille réticents. Cela n'a pas tenu. 3 mois après l'annulation des fiançailles, Julien et moi avons établi un nouveau rythme. Dîner le mercredi, lieux alternés, parfois chez moi, parfois dans un restaurant près de son bureau, parfois juste 2 chaises dans le jardin de Catherine quand le temps le permettait. Nous avons parlé de Catherine plus que nous ne l'avions fait depuis sa mort, ce qu'elle aurait approuvé je pense. Le deuil a une façon de redevenir présent quand on arrête d'en avoir peur. Un mercredi de janvier, Julien est arrivé avec une question que je n'attendais pas. Papa, est-ce que je peux amener quelqu'un à dîner la semaine prochaine? Juste décontracté, juste quelqu'un que j'aimerais que tu rencontres. Je lui ai dit bien sûr. Elle s'appelait Léa. Elle était infirmière pédiatrique, avait grandi à Grenoble. Conduisait une vieille voiture de 9 ans et avait apporté une tarte qu'elle avait faite elle-même parce qu'elle avait demandé à Julien ce que son père aimait et il avait dit la tarte aux pommes de sa mère et elle avait décidé que c'était une information suffisante pour travailler avec. Elle était chaleureuse sans jouer la chaleur. Elle m'a interrogé sur mon travail d'ingénieur avec la curiosité spécifique de quelqu'un qui voulait vraiment savoir. Elle a regardé la photo de Catherine sur la cheminée et a dit sans y être poussé que Julien parle beaucoup d'elle, elle a l'air d'être quelqu'un que j'aurais aimé. Après le dîner, après que Léa soit partie et que Julien m'aidait pour la vaisselle, il a dit alors elle a apporté une tarte. J'ai dit est-ce un verdict? C'est un très bon début. Il a ri. C'était le rire dont je me souvenais d'avant, sans garde et un peu trop fort. Celui dont Catherine disait qu'il pouvait réveiller une pièce qui ne savait pas qu'elle dormait. Ce soir-là, après le départ de Julien, je me suis assis dans le jardin de Catherine dans l'air froid de janvier plus longtemps qu'il n'était probablement raisonnable pour un homme de 67 ans avec un genou en titane. Les roses étaient en dormance, taillées jusqu'à leur souche d'hiver, ayant l'air de n'avoir aucune intention de revenir, mais elles le faisaient toujours. Têtues, contraires, vivaces. J'ai pensé à la facture qui avait tout commencé. 155 000 € pour une performance à laquelle je n'étais pas invité à assister. Cela avait semblé à l'époque comme la pire chose arrivée dans une enveloppe depuis les factures d'hôpital. Ce que c'était réellement, je le comprenais maintenant, c'était un test de charge. Le genre que les ingénieurs font subir aux structures pour découvrir de quoi elles sont véritablement faites. Vous appliquez une pression au point critique et vous regardez ce qui tient et ce qui cède. Les choses qui ont cédé devaient le faire. Les choses qui ont tenu étaient ce qui importait. Je suis rentré, j'ai fait du thé et j'ai appelé ma sœur Patricia pour lui raconter comment les choses s'étaient terminées. Elle a dit qu'elle était contente que je n'ai rien brûlé. Je lui ai dit que j'y avais pensé. Elle a dit que c'était probablement suffisant. J'ai regardé la photo de Catherine avant d'éteindre la lumière de la cuisine. Elle souriait de ce sourire particulier, comme si elle savait quelque chose qui valait la peine d'être connue et qu'elle n'était pas pressée de vous le dire. J'ai pensé qu'elle aurait pu être un peu fière. Pas du résultat exactement, mais de la méthode, de la patience qui a permis à la vérité de s'assembler d'elle-même plutôt que de la forcer avant qu'elle ne soit prête. Le véritable amour, disait-elle souvent, ne nécessite pas de public. Il nécessite juste d'être là. J'ai éteint la lumière et je suis allé me coucher. Et les roses attendaient dans le froid dehors, se préparant pour le printemps comme le font les choses têtues, tranquillement sans qu'on leur demande, et pile à l'heure. Cette histoire nous rappelle avec force que les relations les plus solides ne sont pas celles qui s'affichent avec le plus de luxe, mais celles qui résistent aux épreuves de la vérité et de la transparence. Dans un monde où l'apparence prend souvent le dessus sur les sens, le personnage de Jean-Pierre incarne la sagesse de l'expérience, il sait que l'on ne peut pas construire d'avenir durable sur des fondations de mensonges ou d'exclusion. Son approche, à la fois ferme et patiente, montre que protéger sa famille signifie parfois dire non, même quand c'est difficile, pour permettre à ceux que l'on aime de voir la réalité par eux-mêmes. Le dénouement avec Léa apporte une touche d'espoir, prouvant que la simplicité et l'authenticité sont les véritables piliers d'un bonheur partagé. C'est une belle leçon sur la valeur de l'intégrité face à la pression sociale et financière. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous eu la même patience que ce père pour laisser son fils découvrir la vérité par lui-même, ou seriez-vous intervenu plus brutalement dès le début?